Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce héros du quotidien, une héroïne aujourd'hui. Alexandra Rigaud est avec nous, accompagnée aujourd'hui par Olivier Martoc, qui est journaliste entre autres chez Marcel, mais pas que. Et on est ravis de recevoir Alexandra qui va nous parler de son projet et de sa structure qui s'appelle JupOn, si je ne dis pas de bêtises. Et j'espère que ça se prononce comme ça, mais tu le prononceras mieux que nous. Bienvenue Alexandra. Oui, merci. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler un petit peu de JupOn, plus généralement, comment tu as créé ça, qu'est-ce qui a inspiré cette création de projet? Alors on dit bien JupOn, c'est bien ça. C'est la jupe qu'on met par-dessus. Okay, voilà, pour le petit jeu de mots. Très bien. Donc JupOn, c'est une marque de vêtements de protection pour deux roues, urbaine, éco-responsable et stylée. C'est comme ça que je la présente. Ça fait beaucoup de critères. Ça fait beaucoup de critères et c'était en tout cas mes critères perso. Okay. Parce que, comme souvent quand on crée un projet, ça vient d'un besoin personnel. Et moi, c'était le mien, en fait, puisque ça fait presque 20 ans que je roule en scooter. Et j'ai jamais trouvé en fait l'accessoire qui me convienne, idéal, qui me protège du froid, de la pluie, comme je dis, des regards indiscrets, parce que quand on est une femme aussi, et qu'on est un petit peu coquette, il y a la vraie jupe en dessous qui peut se soulever, qui est trop courte, qui remonte, donc ça peut être assez vite galère. Donc voilà. Et puis j'avais envie aussi de quelque chose d'un peu d'esthétique. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et au début, je fais un petit peu de couture, donc grâce à mes grands-mères, j'ai pu les premiers temps bricoler. Dédicace aux mamies. Exactement, voilà, dédicace à mamie et maman. et donc à l'époque, je me faisais déjà mon tablier. Et puis l'été, comme je dis, j'enlevais le gros tablier, mais je faisais le sushi. C'est quoi le sushi? Eh oui, alors le sushi, c'est quand on s'enroule autour d'un paréo. Les filles connaissent ça. Très bien. Voilà. Mais donc à un moment, je me suis dit, bon, ça ne peut plus aller, il faut faire quelque chose, quoi. Voilà. Et puis arrive le moment d'une reconversion professionnelle où on se pose plein de questions et on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Sachant que mon métier d'origine, c'était l'accompagnement RSE des entreprises. J'étais expert développement durable. D'accord. Donc fatalement, ça c'est en moi et j'ai eu envie d'apporter cette expertise-là dans mon projet en faisant quelque chose de concret, quitter le monde du conseil pour faire quelque chose de concret et avec bien sûr une approche éco-responsable et en intégrant de l'économie circulaire et voilà, ce dont on va parler. Alors ce qui est amusant dans votre projet, on montrera évidemment les produits après, mais on n'est pas là pour faire du merchandising, comme on dit. Ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que d'abord, c'est une start-up et vous gagnez un prix comme une start-up qui serait dans la haute technologie. Ça, c'est un premier détail assez étonnant. Oui. Alors ça, c'était assez insolite et inattendu pour moi parce que j'étais à l'époque, il y a un peu plus d'1 an de ça, je me suis mise justement dans cette dynamique de start-up. Donc j'ai été accompagnée par un incubateur qui s'appelle Les Premières Sud. Un incubateur qui accompagne qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. Qui est basé à Marseille? À Aix. Voilà. Les premières un petit peu partout en France et ici à Aix pour Les Premières Sud. Donc je travaillais mon projet avec la ferme intention de le mettre en application, de le mettre en œuvre. Et puis je candidate à la foire de Marseille qui lançait le trophée Gustave, le trophée de l'innovation pour les entreprises locales. Et puis là, je suis sélectionnée et on me propose de participer à la foire de Marseille, donc ça c'était en 2022. Donc j'étais pas tout à fait prête pour tout vous dire. Donc là, panique. Et je me suis dit, c'est une super opportunité, c'est l'occasion de faire mon POC, ma preuve de concept dans l'univers startup. Et banco, on y va. Donc j'ai lancé une mini-série, j'ai trouvé un atelier local, j'ai validé mes protos et j'ai présenté mes premiers produits. Et effectivement, en fait, dans ce concours, non seulement j'ai pu présenter mes produits aux Marseillais, j'en ai vendu quelques-uns, et puis surtout, j'ai gagné le premier prix. Et donc, en fait, là, ça m'a confortée en fait, dans l'idée, clairement, que j'avais une bonne idée et qu'il fallait poursuivre là-dedans, quoi. Le prix, il récompense quoi? Il récompense la technologie du produit, il représente l'invention, il représente quoi? Il y a plusieurs critères dans ce concours, qui est à l'initiative en fait, des foires de France, du réseau des foires de France. Et donc, il récompense l'innovation, le côté éco-responsable aussi, l'impact en fait de l'entreprise, le local, voilà. Mais finalement en fait dans les stands qui exposaient, il y avait aussi bien des entreprises artisanales, il y avait des startups vraiment dans la tech.
Voilà, dans la cosmétique, il y avait un petit peu de tout en fait. Et quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle le trophée Gustave ou pas du tout? C'est en hommage à Gustave Eiffel en fait. Ah, très bien. Je l'aurais pas imaginé. Ouais. Moi non plus, c'est pour ça que je me suis dit, un truc à Marseille qui s'appelle Gustave, je voulais comprendre. Ok, très bien, ça marche. Et donc, tu as un passé, toi, qui est donc issu de la RSE, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a, en dehors de tes problématiques de scooter, qu'est-ce qui t'a amené à concevoir les Jupon comme ils sont aujourd'hui? Alors, au départ, j'avais envie d'être un acteur en fait, de la mode responsable et de l'économie circulaire, parce que c'est des sujets auxquels je suis sensible. Et je me suis dit comment on peut faire les choses autrement. Aujourd'hui, il se trouve que le marché, en fait, il est couvert essentiellement par un leader qui fait fabriquer en Chine, voilà, et comme beaucoup en fait, et en tout cas dans l'univers des accessoires de roues, la dimension sociétale, éco-responsable, environnementale, on en est quand même assez loin. Donc j'ai eu envie d'apporter les codes de cette nouvelle mode responsable dans l'univers du deux roues. En fait. Et tu crois que ça vient d'un aspect un peu de côté virilisme du deux roues aussi, un peu le truc pas trop engagé ou pas du tout? Non, je ne pense pas, parce que c'est l'aspect économique et puis on est encore bien souvent dans des produits techniques. Donc la priorité, la préoccupation première, c'est la technique. Voilà. Et aussi, on est aussi dans des niches, donc il n'y a pas beaucoup de diffusion possible, c'est pour ça que le coût représente quelque chose. C'est ça, et puis il y a peu de concurrence, ils sont peu challengés aussi sur, justement sur des nouveaux sujets en fait, à impact, quoi. Alors ce qui est intéressant, évidemment, on va parler de ces ateliers de fabrication avec lesquels vous travaillez, mais même on va parler du Jupon en jean, parce que là il y a toute une démarche qui est très intéressante, c'est que ce sont des jeans de récupération. Oui. Alors j'ai deux modèles de jeans, parce qu'il y a, là aussi, je ne fais pas les choses de façon simple, c'est jamais simple avec moi. Pour une première activité, je me suis lancé plein de challenges, des challenges dans le challenge. Effectivement, en fait, il y a deux modèles. Un qui est issu de jeans de seconde main. Donc là, effectivement, en fait, c'est dans le cadre de collecte de jeans que j'ai organisé avec un partenaire marseillais aussi qui s'appelle We Recy et Sébastien Lindsay, tout à fait. C'est un petit monde où vous connaissez tous, hein. Un petit peu. Les acteurs engagés, c'est vrai qu'on se connaît un peu. Et en fait, donc lui est spécialiste justement de la collecte sélective en fait de différents matériaux, dont le textile. Et moi, je lui ai proposé de monter avec moi une opération de collecte de jeans. Donc, on a fait ça pendant quelques semaines pour commencer sur des tiers-lieux. Où on a proposé aux Marseillais en fait, de donner les jeans en fin de vie. Donc ça a donné des modèles, alors une grosse collecte dans laquelle il a fallu faire du tri, prendre ce qui était de bonne qualité, prendre ce qui était avec des couleurs, des tris de couleurs, enfin voilà, il y a eu plein d'étapes intermédiaires parce que c'était là aussi encore des prototypes à ce stade-là. Et finalement on a fait un modèle un petit peu patchwork, parce que justement on fait avec ce qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec We Recy, l'idée c'est que lui, il a aussi un projet de transformer la matière première, le jean en fait, en isolant phonique. Donc là, rien ne se perd. Il y a un vrai projet. C'est une vraie circularité dans le produit. Moi, on va dire que je récupère le premier choix, entre guillemets, et lui, il récupérera ce qui est plus utilisable et qu'on peut mettre en copeaux. Voilà. Et alors, le jean, c'est pas neutre, hein, parce que le jean, sur votre site, quand vous expliquez votre démarche, le jean, c'est un vêtement qui consomme énormément d'eau, qui est en fait un polluant extrême pour sa fabrication, et vous le recyclez parce qu'il faut le recycler. C'est incroyable. En fait, ça fait partie des découvertes que j'ai faites en lançant ce projet, et c'est notamment ça aussi qui m'a motivée, c'est de me dire, quand je disais que je vais être un acteur engagé de l'économie circulaire, comment je peux faire? Voilà, ça c'est du concret. Alors pour le moment, c'est à ma petite échelle évidemment, mais quand on sait qu'un jean peut consommer entre 7000 et 10 000 litres d'eau, c'est énorme pour un jean. Voilà. Et on a tous les trois des jeans là. Ouais, ça fait 2-3 baignoires quand même. Voilà. Alors, vous faites partie des personnes qui utilisent un jean toutes les 73 secondes dans le monde. Je vous apprends quelque chose en fait.
il se vend 73 jeans par seconde dans le monde. C'est incroyable. Rien qu'en France, c'est 90 000 jeans en moyenne chaque année qui sont vendus. Et puis pas tous très responsables. Voilà, alors ça fait partie justement des découvertes aussi que j'ai faites en faisant ma collecte sélective. Quand on parle aujourd'hui de fast fashion, d'ultra fast fashion, on voit vraiment la qualité, la différence en fait de qualité dans les matières. C'est incroyable parce que s'il y a de l'élastane ou pas, si la fibre est bien tissée ou pas, et je ne vais pas donner de nom, mais il y a certaines marques de jeans que j'ai récupérées qui étaient déjà en lambeaux, quoi. Alors qu'un bon vieux jean à l'ancienne, là aussi je ne donnerai pas de marque. Une vraie belle toile. Une vraie belle toile de denim. Voilà. Déjà, les points d'usure ne sont pas les mêmes. Et on voit que le jean a duré bien plus longtemps. Donc, Alors il y a ces jeans de récupération, et puis il y a l'autre opération avec Exactement. là un fabricant de jeans, oui. et marseillais aussi. Qui est marseillais aussi. J'ai la chance de faire une collab avec Rika Lewis, qui est une vieille marque de jeans marseillaise à l'origine. Ils existent depuis 1928 quand même. Alors aujourd'hui, ils se sont expatriés à Nice, mais ils sont quand même à Marseille. Et j'ai eu l'idée de me rapprocher d'eux justement pour travailler sur cette dimension d'économie circulaire, sachant que comme tous les fabricants de textiles, ils sont soumis à plus ou moins long terme en fait à la loi AGEC qui les oblige en fait à valoriser leurs déchets. Et donc l'idée, moi, c'est de récupérer en fait leurs jeans déclassés, ceux qui ne peuvent plus être vendus sur le marché parce qu'il y a un défaut, parce que voilà, ils passent pas, ils sont pas passés au contrôle qualité. Moi, ça m'intéresse, ça a une vraie valeur. Et donc là, ce jean, je le récupère, je le transforme, et là aussi, on en fait un modèle de. Alors, donc là, tu parles de jeans qui n'ont pas été portés forcément par des gens, mais qui sont plutôt des problèmes de production. Voilà, problème de production, exactement. Donc ça me fait deux modèles différents, mais toujours en fait où on fait de l'upcycling, comme on dit, du recyclage ou de la valorisation. Alors, j'ai apporté une petite technologie supplémentaire, entre guillemets, qui est qu'un jean, a priori, ça prend la pluie. Et quand on est en scooter, un des problèmes, c'est aussi de se protéger de la flotte, en fait. Donc j'ai fait plein d'essais et j'ai fini par trouver en fait un produit qui me permet d'imperméabiliser la toile. Alors, ça le rend déperlant, plus précisément. Donc ça protège d'une pluie fine. Mais c'est quand même déjà vachement efficace, sachant que là aussi c'est un produit plutôt éco-responsable qui n'a pas de produits chimiques, donc c'est par trempage et voilà, et c'est bon pour la planète. Très bien, bravo. Et tu ne travailles pas que sur le jean, on le voit là, il y a d'autres produits comme celui-ci, donc c'est quoi comme matière du coup? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le soft shell. Okay. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la matière éco-conçue, éco-responsable, parce que techniquement, par rapport à mes critères imperméable, déperlant, chaud, doublé, léger, et puis le prix aussi, ça n'existe pas. Donc ça, c'est du soft shell, c'est ce qu'on utilise, pour donner un exemple, dans les vestes de ski. Donc c'est très efficace contre la pluie, contre le vent, contre le froid. Et c'est juste génial en fait pour rouler en scooter, quoi. Alors voilà, ça c'est pour les matières. Maintenant le second pan qui est quand même très intéressant pour nous, c'est la fabrication. Parce que évidemment, une fois qu'on a récupéré la toile, il faut fabriquer. Et alors là, le choix c'est on fabrique à Marseille dans des ateliers assez particuliers. Oui, alors ça aussi, dans éco-responsable, il y a le côté justement sourcing de la matière, pour le volet environnemental, mais il y a aussi le volet social qui m'importait beaucoup et qui rejoint le côté environnemental aussi, puisque le fait de fabriquer localement, on réduit bien sûr l'impact des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la logistique, mais ça m'a permis de me rapprocher en fait d'ateliers de chantiers solidaires qui emploient des personnes en insertion professionnelle. Et ça, de par mon parcours et mes convictions, les valeurs que je voulais apporter à Dupont, c'était très important de travailler avec des ateliers solidaires. Donc je travaille avec aujourd'hui 3 ateliers différents selon la chaîne de production. En fait, j'ai réussi à relever ce challenge de travailler avec 3 partenaires différents. Donc ce sont des ateliers plus précisément qui font travailler des personnes donc, en insertion, qui ont besoin, qui sont un petit peu exclus on va dire du système de l'emploi classique et qui sont formés à un nouveau métier, donc qui ont un vrai contrat
et pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et ensuite qui sont à même de travailler, de rentrer dans un parcours professionnel traditionnel. Exactement. Okay. Donc je suis très fière aussi de contribuer à enrichir le territoire de cette manière-là. Et puis c'est des personnes qui sont habituées à faire certains produits, et là, elles adorent parce qu'elles ont dû se former à d'autres techniques. Moi j'arrive avec mon cahier des charges, donc c'est un petit challenge aussi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est de la technique. En dehors de tout ça, qui est ce que tu fais, ça veut dire que tu as quand même fait un changement de vie à un moment. Tu as choisi d'entreprendre. Là, on parle un peu à tout le monde, et il y a des gens et en particulier peut-être des femmes et des jeunes femmes qui ont envie de suivre ce genre de parcours. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans cet entrepreneuriat, dans l'envie d'entreprendre plutôt que d'être sur les sujets que tu traitais avant? L'envie, on va dire, de faire quelque chose de concret. Comme je disais, j'étais dans le conseil, et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai vu énormément d'entreprises du territoire, dans plein de secteurs d'activité, plein de tailles. Et puis j'ai fait ça pendant presque plus de 15 ans. Donc j'ai vu l'évolution, la prise de conscience aussi qui évoluait, les actions aussi qu'on pouvait mettre en œuvre qui changeaient aussi. Donc voilà, mais j'ai toujours été un peu frustrée de ne pas aller au bout en fait, des démarches. Moi j'étais là pour identifier les enjeux, conseiller, préconiser, mais après je lâchais le projet. Mais tu n'étais pas dans le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là maintenant je suis dans le faire, et dans le dur, on peut même le dire. Mais c'est génial parce que, voilà, comme je dis, je suis passée de l'autre côté du rideau, et j'adore. Alors l'amorçage, ce qui est intéressant, c'est pas évident de lancer son entreprise. Vous partez avec Internet, avec Ulule, oui. Et ça marche. Oui, ça a marché. Alors on pourra en parler aussi de ça parce que c'est une expérience en soi en fait. Lancer une campagne de crowdfunding, c'est du financement participatif. Oui. Voilà, tu es passé par là aussi. C'est vrai qu'il y a de magnifiques marques qui ont explosé, qui se sont faites connaître grâce au crowdfunding, et ça fait toujours un peu rêver. La vérité, c'est que c'est un long travail, laborieux, avec beaucoup de préparation en amont. Et puis après, il y a une réalité économique qui fait que les personnes ont envie de nous soutenir. Mais bon, après, c'est tout le monde n'a pas un scooter, tout le monde n'a pas... déjà, il faut trouver son marché. Bien sûr. Mais après, moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de love money, là aussi un terme start-up, mais... Donc ce sont les amis, voilà, les connaissances. Merci papa, merci maman. Ouais, non, mais beaucoup d'amis aussi, puis de connaissances professionnelles, des personnes qui soutiennent le projet et qui me connaissent depuis longtemps et qui apprécient la démarche, même si ces personnes-là n'ont pas forcément de scooter. Il y avait des petites contreparties justement aussi qu'on proposait pour ceux qui n'avaient pas de scooter. Donc quand vous parlez de difficultés, c'est vrai que pour tout le monde, le crowdfunding, c'est très simple, ça permet d'amorcer les projets. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, et donc il faut se démarquer, il faut intéresser. C'est ça. Il faut se démarquer dans un univers où il y a de plus en plus d'offres. Et puis des offres toujours plus intéressantes, toujours plus impactantes aussi, parce que c'est quand même ces plateformes aujourd'hui, elles ont un petit peu basculé dans le modèle économique. À l'origine, c'était plutôt fait pour les associations qui cherchaient du don. Et puis finalement, ça se transforme en outil de précommande. Moi, c'est mon cas. Et c'est super parce que ça m'a permis quand même de faire quelques ventes comme ça. Et puis c'est un super levier de communication aussi, il faut le dire. Tu avais combien de précommandes du coup pendant ta campagne? J'ai eu un peu plus d'une vingtaine de précommandes. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Et Sylvain, j'en fais partie. On ne se connaissait pas du tout. Moi, je suis tombé là-dessus par hasard. Et pas tombé de scooter? Non, je ne suis pas tombé de scooter, mais j'avais une problématique de scooter, parce que c'est vrai que même on a beau être à Marseille, enfin là il fait froid quand même. Là, on va le dire aux gens qui nous regardent, il fait froid, on est dehors, on a les manteaux et les pulls, et donc et quand il pleut c'est pire. Donc j'ai fait partie des gens qui sont venus, qui ont acheté votre modèle, j'en suis très content, d'où d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on vient, on ne sait pas pourquoi, on a une pulsion. D'ailleurs le truc amusant c'est que comme tout le monde, j'y vais, je commence à commander, puis au moment d'appuyer sur le bouton, je me donne 3 ou 4 heures de réflexion, voire un peu plus, en l'occurrence c'était 2 jours, et on y revient.
Et le nombre de fois où je suis allé sur des sites, sur du crowdfunding, et où je n'ai pas été jusqu'au bout, c'est assez intéressant ça aussi, parce que vous voyez les gens qui arrivent, et je suppose qu'il y a beaucoup de pertes en ligne. Entre les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit c'est super, je vais te soutenir, et on y va, etc. Et la conversion, voilà, bon après c'est le jeu aussi, hein, mais c'est quand même un petit peu frustrant on va dire, parce que c'est un gros boulot en amont et pendant. Un jour on m'a dit tu verras, c'est le marathon de la communication. Et c'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de parler encore un petit peu de ta façon d'entreprendre, parce qu'elle est super intéressante, tu as quand même une vision qui est très décalée, parce que avec tous ces liens entre l'éco-responsabilité, la production locale, etc., ce n'est pas des soucis que tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses ont en tête. Il y a des mouvements d'entrepreneuses marseillaises qui se mettent en place, beaucoup, dont un super récemment qui s'appelle Sista for Good, qui a été développé par Daphné Charvaria, une femme superbe. Tu te retrouves aujourd'hui dans un écosystème quand même sur ton territoire où il y a de l'entraide, où il y a de la passation, du mentoring, oui. etc. Parce que tu as parlé évidemment toi du lieu qui t'a accompagné à Aix, mais plus globalement maintenant, est-ce que tu supportes d'autres projets? Est-ce que tu aides d'autres à entreprendre? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'avoue que je manque de temps, j'aimerais être moi aussi mentor et je le ferai, c'est promis. Mais c'est vrai que là je me concentre d'abord moi sur le développement de Jupone parce que je suis toute seule dans le projet en fait, hein, donc j'ai beaucoup à faire. Par contre c'est vrai que je prends plaisir à me retrouver avec d'autres entrepreneurs et entrepreneureux pour parler de nos projets, de nos difficultés aussi, parce que finalement on passe tous en fait par les mêmes étapes, les mêmes questionnements à un moment ou à un autre du projet, quoi. Donc, et ça fait du bien, on parle toujours de l'isolement du chef d'entreprise. Moi avant dans mon ancienne vie, on en parlait et justement je leur dis faites attention, ne vous restez pas isolés, donc j'ai quand même cette culture du réseau, c'est clair. Donc j'ai ce réflexe de me tourner vers des réseaux du territoire. Donc ça c'est important. Je sais que c'est important. Après il faut du temps aussi. Et puis quand on est entrepreneur, qu'on est maman, qu'on a plein de choses à faire. C'est un vrai sujet ça, d'arriver à entreprendre en étant parent. Ah bah oui. C'est du temps aussi. Et puis au départ il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il a fallu concevoir, il a fallu créer, il a fallu trouver les ateliers. Maintenant, il faut trouver les commerces où vendre. Et donc, ça veut dire aussi faire le tour des marchés. Ouais. Enfin, c'est lourd. Hein. Des marchés. Là, il y a aussi la partie, là, c'est la saison. Donc, heureusement, j'ai des commandes sur mon site. Donc, je gère aussi pour le moment les expéditions, les livraisons, etc. Donc, merci le scooter qui me permet de gagner un temps fou. Et voilà, mais c'est vrai que les journées sont jamais assez longues, quoi. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de la production et de l'impact que ça avait, mais comment tu distribues du coup aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs canaux de distribution. Je vends effectivement sur des foires, sur des salons. Là, j'ai fait quelques pop-up, des ventes éphémères, des marchés de Noël, des choses comme ça. Ensuite, je distribue classiquement en fait, dans des boutiques concessionnaires, magasins d'accessoires ou des concept stores aussi, parce que c'est une cible importante pour moi, le côté urbain, working girl. Et qui reste très local le mec qui bosse. Alors pour le moment oui, parce que mon scooter ne va pas jusqu'à Paris, très bien. Okay. Mais j'essaye de mettre en place un réseau d'agents commerciaux justement pour m'aider, pour gagner du temps et pour aller plus vite sur le déploiement. Mais c'est pas évident non plus. Non. C'est un lieu ici aussi, on fait quelques appels, donc si vous êtes agents commerciaux et que vous cherchez un beau projet et un beau produit à distribuer dans les régions de France, n'hésitez pas à contacter Alexandra. Tout à fait. Donc voilà, donc les boutiques classiques. Et puis après, bien sûr, mon site internet, le e-shop. Et ensuite, sur le net, je commence à mettre en place des marketplaces. Et notamment là, je viens d'être référencée sur Speedway, qui est une des principales plateformes en fait, d'accessoires de roues. Donc voilà, ça se met en place petit à petit, donc je suis contente. Je suis un petit peu pressée et impatiente, donc j'aimerais que ça aille encore plus vite. Un peu plus. Mais bon, voilà, c'est normal quand on veut toujours que ça aille plus vite. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment tu vis le truc au quotidien. Et on a parlé des ateliers. Tu as fait des rencontres dans ces ateliers. Qu'est-ce qui te marque à travailler avec des ateliers comme ça qui sont impactants pour le territoire?
Alors oui, j'ai fait des belles rencontres, mais au-delà des ateliers, j'ai envie de dire que c'est tout cet écosystème au niveau de la confection, du textile et des acteurs de terrain plus globalement. Mais voilà, pour moi c'est un univers qui est nouveau, je démarre dans cet écosystème et ouais, je rencontre des personnes que je suis allée voir en fait au tout début avec mes prototypes, mes patrons en leur disant je cherche telle matière, la fermeture éclair ou le clip, qu'est-ce que vous avez à me proposer, etc. Et en fait ce qui est génial, c'est que c'est des personnes qui se sont impliquées dans le projet et moi j'aime bien les tenir au courant de l'évolution. Donc quand je leur dis j'ai gagné un prix ou tiens là je refais une production parce que j'ai plein de commandes et je suis sur internet maintenant, on voit qu'ils sont contents de me soutenir, de voir l'évolution et de m'encourager. Donc c'est chouette en fait, il y a une forme de solidarité même si on est en une relation en fait client-fournisseur. On reste des partenaires en fait. Ouais, ce lien de tu as envie de les voir réussir et ils ont envie de te voir réussir pour que tout ça se passe. Et du coup, moi je suis attachée à eux aussi et j'ai envie de continuer à travailler avec eux. Donc on verra où me mène cette aventure, mais j'espère que je pourrai travailler et produire le plus longtemps possible ici en local pour continuer à bosser et à faire, à générer de l'emploi, etc. Et c'est un autre avantage aussi que je n'ai pas précisé, quand on travaille en local, on gagne en flexibilité. On gagne en temps, en réactivité aussi. Moi, très vite, je suis capable d'aller à l'atelier, ajuster, faire une petite modif, rapporter de la matière, etc. Là où, s'il fallait que je travaille avec un atelier à l'autre bout du monde ou même en Europe, le Portugal, par exemple, ça fait partie des gros faiseurs en textile. Bon, je sais qu'à minima, il y a 15 jours qui sont perdus entre chaque échange. Voilà. Là, ils sont derrière chez moi, donc j'y vais en scooter, encore une fois, et en 5 minutes, je suis à l'atelier, quoi. Et chez les fournisseurs, parce que mes fournisseurs sont aussi sur place. Alors Jupon, c'est une entreprise, vous avez un business plan, comme on dit, un business model. Oui. Ça veut dire que vous projetez comment et notamment, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on est aussi capable de produire et aussi capable d'être rentable et de sortir des produits comme cela? Oui. Alors, et à des tarifs accessibles. Oui, bien sûr. Pour ce tout en restant absolument. Parce que... Oui, ça reste dans des prix tout à fait abordables et dans les gammes de prix du marché, sur un produit qui est universel. Oui, en plus c'est made in France, mais c'est pas parce que c'est made in France que c'est plus cher ou moins cher, c'est pas ça l'argument. C'est que ça reste un produit qui est joli, qui est différenciant, et rien que ça déjà, ça me place au même niveau que les gros et les marques de référence. Donc là, je suis assez fière de ça. Puis c'est un marqueur de la qualité du textile français. C'est un savoir-faire quand même qu'on a le textile à l'origine. Oui, c'est un savoir-faire. Puis à Marseille, il faut savoir aussi que c'est quand même... il y a eu la grande époque en fait des ateliers de confection marseillais. Absolument. Ça s'est perdu, c'est en train de revenir, avec des marques qui s'installent et qui grandissent, avec des ateliers qui se développent, avec des écoles aussi, notamment FASC ou d'autres qui veulent dynamiser cette filière, et c'est important de les soutenir. Et alors je manque peut-être encore un peu de recul pour dire si c'est plus rentable ou pas de faire fabriquer en France, mais moi à mon échelle, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est que fabriquer localement, ça me permet aussi de gagner sur la logistique et donc des frais aussi. Donc je préfère finalement payer un petit peu plus cher de la main d'œuvre locale, mais payer moins en logistique et en camions qui vont polluer. Voilà, c'est comme ça que je fais mon très bon choix. Tu nous montres un peu comment ça marche? Allez, démo. Moi je veux voir. On va laisser celui qui n'a jamais essayé. J'ai jamais essayé. Lequel faut que j'essaye alors? Allez, comme il fait froid, je te propose de passer le modèle hiver. Ça marche. Voilà. Alors. Donc là on le met juste comme un tablier, c'est ça? C'est ça, ça s'appelle la jupe 2 secondes, donc s'il te plaît ne me fais pas mentir. 2 secondes. C'est bon? Voilà. Et donc là on peut circuler, là je vois que tu as fait une ouverture, ça c'est j'imagine pour pouvoir avoir un peu de liberté dans les jambes, c'est ça? C'est ça, selon les modèles de scooter. Je suis allé te chercher ta veste parce que regarde l'astuce. Tu sens que je tremble un peu? Non, c'est pas ça, c'est que l'astuce c'est que quand tu mets, voilà. Regarde, si tu veux peut-être te mettre plus devant. Dis-moi. Donc il y a quelques petites astuces. Effectivement, une pression parce que selon les scooters, fond plat ou pas plat, on peut ajuster. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, ici, la colonne de direction. Exactement. Ici, il y a une petite sangle qui permet de passer le pied, la cheville plus précisément, pour que ça reste en bas, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet papillon en scooter. C'est lesté aussi en bas, donc ça permet d'avoir un bon maintien. Voilà, comme les rideaux.
D'ailleurs, c'est une du technique de fil rideau, de ça. plomb. Très bien. Voilà, avec une petite fente quand même qui permet de garder de la mobilité quand on pose les pieds par terre, évidemment. La poche, pour mettre le bip, les clés, le téléphone. Ah oui, c'est une poche. etc. Ok, ouais, Petite d'accord. poche. Très bien. Et ça, tu l'as sur tous les modèles. Oui, Peu alors, importe là par exemple, là c'est un petit peu différent. Parce que tu te resserres du jean. Là, on Donc, se resserre tu du utilises jean. les poches des jeans. Exactement. Voilà. Donc Ok. ça c'est le modèle en jean, patchwork, donc avec du jean de seconde main. D'accord. On retrouve tous les codes, tous les marqueurs Bah ouais, du je vois jean. ça, C'est ouais. ça qui est génial, c'est Bien sûr. que finalement on peut presque le garder comme ça. Et voilà. Alors avec bien sûr un petit Un réflecteur. un de réflecteur lumière pour la sécurité. pour la sécurité. Et puis jupon marqué qui peut être aussi co-brandé. Ça, je le propose dans le modèle économique, on en parlait tout à l'heure. Moi, je cible aussi tout ce qui est société de livreurs, coursiers, D'accord. profession bien libérale, sûr, bien sûr, bien sûr. Des pour agences l'occasion. immobilières. Je fais un appel aussi. D'accord, très bien. Mais voilà, là, on est en train Tous de ceux qui se travailler avec des déplacent, en fait, en partenaires. euros, ouais. Voilà. On pourrait très bien mettre héros du quotidien by Jupon. Très bien. Je dis ça, Très je dis bien, rien. très bien. On en fera un. Voilà. Donc, et ça devient non seulement un vêtement efficace, confortable et stylé, mais pour les professionnels, ça peut devenir aussi un support de communication. Donc, Oui, bien sûr. double. Moi, je vois, en tout cas, ça l'a même praticé, c'est même beaucoup plus pratique que. Parce que moi, j'aime pas ces trucs qui. Je sais même pas comment ça s'appelle, les jupes d'ailleurs, on appelle Ouais, des jupes ouais, aussi, je crois. tabliers, Les tabliers, jupes, ouais. ouais, qui sont attachés au véhicule parce que c'est une vraie galère. Et on du les coup- vole. Et ça se fait voler aussi. Et du coup, je mets souvent un pantalon de pluie. Mais tu vois, il faut enlever les baskets, il faut enlever les chaussures. Voilà. Alors, faut si tu es machin. acrobate, Et j'avoue c'est que bien. ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. c'est pratique. Et puis après, quand tu as fini, tu le mets, voilà, tu le plies comme ça, tu le mets en boule, ça va sous la selle dans le top case. Ça fait 500 même dans grammes. le casque, en fait. Hein. Même dans le casque en boule. Et dernière chose, je viens de le voir, le petit drapeau bleu, blanc, rouge, Ah, mais oui, Made in évidemment. France. Made in France. Voilà. Eh oui. Ça, le Made in France, ça fait. Non, mais D'ailleurs- c'est vrai que quand on le porte, quelque part, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir ces produits Made in France. Mais t'es labellisé du coup? C'est labellisé Made in France ou pas? Non, c'est pas encore. Ça viendra. Voilà, pour le moment, en fait, je fais tout dans les bonnes règles, on va dire, dans les règles de l'art. Et puis voilà, progressivement, en fait. Tu vas construire ça au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Là, pour le moment, il faut que j'arrive à faire, faire rentrer la marque dans les esprits et le produit aussi, parce qu'en fait, ça n'existe pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que aussi simple soit-il, cet équipement n'existe pas aujourd'hui. Il y a le tablier qu'on attache sur le scooter, comme tu dis, qui se vole, mais pas que, ça peut être gros, c'est encombrant. Et puis quand on a un joli scooter, parfois, on se fait plaisir avec un joli scooter, un joli casque. On a envie aussi d'avoir le look qui D'avoir une va forme avec. d'esthétique. Voilà. Et puis on a aussi envie de ne pas avoir à se déguiser quand on est en scooter. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un elle me dit moi j'ai un manteau et c'est vrai que je le mets tout l'hiver parce qu'il est génial, c'est le seul qui me va pour me protéger du truc. Moi j'aime bien varier et je ne me pose pas la question de savoir comment je vais m'habiller si je prends le scooter et en fonction de la météo. En fait, voilà, on roule en scooter sans compromis, quoi. Ok, non, super. Et dernière chose, il y a le scooter et maintenant la trottinette. Parce que c'est vrai que ce que vous m'avez dit, c'est très intéressant. Les gens qui montent sur des trottinettes, quand il pleut, c'est bien d'avoir un produit comme celui-là. Oui, alors c'est vrai que je dis toujours scooter parce que moi je me déplace en scooter, mais en fait je m'en suis rendu compte par hasard. Un jour mon scooter était en panne, j'avais mon casque dans la main, j'avais ma jupe et il fallait que je prenne une trottinette. Et puis je l'ai passé puisque je téléchargeais, je dis tant qu'à faire je le mets sur moi. Et en fait, je dis mais c'est génial, ça marche très bien aussi, parce que comme on peut marcher, on peut poser le pied par terre, etc., ça fonctionne très bien. C'est pas encombrant non plus, donc quand on est en trottinette, en général, on voyage léger. Donc voilà, et moi après je le vends dans un petit sac pochon. Là aussi, D'accord. dans la dimension éco-responsable, je suis allée au bout en fait de la réflexion. En intégrant tout ce que je savais des notions d'éco-conception et d'économie circulaire. Donc il y a la partie amont, comme j'ai dit, la partie production, etc. Et puis après, c'est zéro déchet, zéro plastique, dans le sens où il n'y a pas d'emballage superflu,
Ce qui permet d'emballer la jupe de scooter, c'est un petit pochon que je propose qui sert aussi en fait de sac de transport. Donc finalement. Donc en fait quand tu l'envoies chez des clients, tu l'envoies dans ces petits pochons. Ouais. Et du coup ça permet d'avoir un outil de protection après pour le. Exactement, pour le ranger après dans le scooter pour pas que ça s'abîme ou pour le garder à l'épaule aussi. Voilà. Ta clientèle est aujourd'hui plutôt féminine, masculine, les deux, il n'y a pas de règles? En fait, c'est assez mixte. On va dire que pour les femmes, c'est un petit peu plus jeune, on va dire 30-45. Et pour les hommes, c'est 40-60, 40-55. Dans la cible, quoi. Mais l'avantage... Cœur de cible. Cœur de cible, exactement. Mais l'avantage, en fait, c'est que c'est un produit qui est très simple, il n'y a que 2 tailles. Et on peut le régler, c'est ajustable. Donc finalement, ça va à toutes les morphologies, universelles, je l'ai dit, à tous les scooters, à toutes les morphologies. Et selon comment on est habillé, aujourd'hui j'ai une petite veste, demain j'ai un gros manteau, je peux avoir quand même toujours mon équipement qui me va ajuster, quoi. Eh ben, merci Alexandra, merci on est à ravis vous. de t'avoir reçu. Oui. Donc si vous voulez retrouver les produits Jupon, c'est sûr. C'est sur juponscooter.com. Juponscooter.com. Vous allez sur juponscooter.com avec le code HDQ. Vous aurez % pendant un mois. Et on espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui pourra s'équiper de Jupon à l'avenir parce que c'est un beau produit et c'est un produit qui est fait avec responsabilité.